une phrase essentielle dans ces termes, un nouveau verbe en Hubert Daverne, que Gandillac traduit par survivre et que je traduis par perdurer, Eingehen, s'effacer, et Untergehen, sombrer, puis Wachstum, croissance, que nous retrouverons bientôt. Pourquoi la croissance et le renouvellement de la langue maternelle signifient-ils pour l'œuvre une surdurée, une durée continuée, et pour la traduction une disparition et un naufrage? C'est évidemment la première question. La seconde renverrait à la distinction que le commentaire ne peut manquer de relever entre la croissance de la langue et son renouvellement. Dans la croissance, la traduction get ein, c'est d'abord entrer puis rétrécir, cesser, disparaître, mourir, se dissoudre. Quand une publication get ein, cela veut dire qu'elle cesse de paraître. Eingehen signifie donc ici un certain mode de disparition, mais au sens d'entrer dans la croissance de la langue, y rétrécir, s'y dissoudre et conséquemment cesser de paraître. En d'autres termes, avec la croissance de la langue, la traduction s'amenuise jusqu'à s'effacer. Mais qu'est-ce que la croissance de la langue? Certes, son mûrissement. La question ne fait que rebondir. Le mûrissement de la langue, qu'est-ce que c'est? Il n'est pas encore temps de répondre à cela. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes en présence de deux corrélations pour la traduction. Untergehen, c'est se coucher pour un astre, décliner, s'enfoncer, sombrer, succomber, couler. Lorsque sa langue se renouvelle, la traduction sombre, s'abîme. Eingehen et Untergehen signalent donc deux modes de disparition dont nous aurions à penser la différence en rapportant la première à la croissance de la langue et la seconde à son renouvellement. Benjamin poursuit. Elle est si éloignée d'être la stérile égalisation de deux langues mortes que parmi toutes les formes, il revient en propre d'indiquer cet après-mûrissement de la parole étrangère et les douleurs d'enfantement de la sienne. Langue de l'œuvre et langue de la traduction se modifient. Cette modification revêt un double visage, croissance, renouvellement. Mais le rapport de l'œuvre au mûrissement ou au changement de sa langue est d'une telle intimité que la croissance et le renouvellement de la langue signifient sa propre croissance et son propre renouvellement. Ce qui veut dire que l'œuvre n'est pas séparable de sa langue et donc de son devenir. Elle est sa langue. On peut appeler cela l'inigkeit de l'œuvre et de sa langue, laquelle est infinie. L'œuvre est dès le départ si intimement liée à sa langue que toutes ces modifications de tonalité et de signification ne peuvent jamais affecter son être, non plus que les modifications de la langue elle-même, lesquelles ne lui sont jamais extérieures. La vie de l'œuvre atteste la vie de la langue, et la vie de la langue atteste celle de l'œuvre. Et c'est sans doute dans l'expérience de l'œuvre que nous faisons l'expérience pure de cette vie de la langue, faite de croissance et de renouvellement. Toutefois, ici, il faut dire que si une langue n'était que changement ou renouvellement, on voit mal comment une œuvre, écrite dans un état X de sa langue, pourrait perdurer. Il en va autrement avec la croissance, car à la croissance appartient le fait d'emporter avec elle tout ce qui habite l'intimité de la langue. Si la langue n'était qu'un pur devenir, les œuvres ne perdureraient pas, mais ce devenir est tel qu'en lui les phrases du passé restent vivantes, et plus encore porteuses d'avenir. Aucune époque de notre langue n'est révolue, toutes vivent de manière plus ou moins manifeste dans l'époque actuelle, et par conséquent les œuvres perdurent, même si leur tonalité et leur signification ont totalement changé. Rien de tel pour la traduction. Pour elle, croissance et devenir de sa langue signifie vieillissement et déclin. Que les traductions soient mortelles et les œuvres virtuellement immortelles, c'est bien connu. Nous lisons toujours Homère, Sappho, Platon, Shakespeare, mais certainement pas les traductions faites d'eux il y a 2 siècles. Pourquoi trouvons-nous vieilli les traductions de la Renaissance ou de l'âge classique, et nullement les œuvres qui leur sont contemporaines? À supposer qu'Homère ou Virgile aient été bien traduits au XVIe siècle, pourquoi n'en restons-nous pas là et persistons-nous à les retraduire, ou dans le meilleur des cas, à adapter des traductions des œuvres comme l'a fait Cassou avec celle de Don Quichotte? Je ne trouve nullement facile de répondre à cette question, mais on peut avancer d'abord ceci. Le rapport de l'œuvre traduite avec sa langue, la langue traduisante, n'est pas d'intimité. Le texte traduit n'habite pas sa langue, ou ne l'habite que jusqu'à un certain point, en conséquence de quoi le mouvement de la langue, croissance et renouvellement, lui est extérieur, et finit par le rejeter comme un corps étranger.
Tout se passe comme si le mouvement de la langue laissait la traduction au point précis de son histoire où elle a été faite, alors qu'il emporte avec lui les œuvres de la même époque. C'est pourquoi la traduction s'amenuise jusqu'à disparaître quand la langue dépasse l'étape qui lui correspond. C'est pourquoi elle coule, s'engloutit quand la langue se renouvelle, car la langue en elle, dans la traduction, ne croît ni ne se renouvelle. Elle y est comme figée dans son étape passée. La langue de Diderot vit encore de toute sa vie, mais celle des traductions de son époque ne bouge plus, et nous ne pouvons pas les lire, car elles nous présentent comme le pur passé de notre langue, un passé qui, sous cette forme, nous est étranger, et même insupportable. On peut dire aussi que l'œuvre étant dans sa langue perpétuel renouvellement, la traduction, en ne captant qu'une figure bientôt passée de l'œuvre, finit par être en retard sur elle et doit être renouvelée. Ce renouvellement passe par une retraduction. Le texte de la traduction ne porte donc pas en lui une puissance de renouvellement, de métamorphose et de croissance. Depuis le romantisme, la traduction de F.V. Hugo a pris du retard sur l'œuvre de Shakespeare. Cela ne signifie qu'en elle-même, elle n'a rien qui puisse mûrir et se métamorphoser pour correspondre au Shakespeare évoluant dans sa langue. Que le texte de la traduction n'ait point de capacité de perduration dans sa langue vient assurément du fait qu'il est un texte de traduction et des caractéristiques à tout jamais insurmontables de la langue d'un tel texte, Victor Hugo. Dans une œuvre de la langue natale, le rapport de la forme au contenu, du signifiant au signifié est d'unité absolue. De plus, chaque signifiant de l'œuvre est à la fois noué indissolublement à tous les autres et à toute sa propre dimension diachronique ou historique. Dans la traduction, il n'en va pas ainsi. Le rapport de la forme au contenu est plus lâche, puisqu'on peut traduire de plusieurs manières la même chose. Le rapport du signifiant aux autres signifiants est devenu lui aussi aléatoire. Par exemple, le lien eingehen, untergehen, dans la phrase de Benjamin, ne saurait se maintenir dans aucune traduction. Et son lien à sa propre diachronie s'est dénoué. Derrière Aufgabe, dans la tâche du traducteur, nous entendons l'Aufgabe de Novalis. Derrière tâche, il n'y a rien à entendre. Arrachés à leur signifiance et leur historicité propre, les mots de la traduction sont condamnés à ne signifier que le sens qui est à un tel moment de la langue, alors que les mots de l'œuvre, eux, signifient pour nous aussi leur avant-sens et leur après-sens. La périssabilité de la traduction s'enracine dans le fait que sa langue, de par sa structure même, est radicalement étrangère à la dimension de ce que Benjamin appelle die Nachreife, l'après-mûrissement. Ne peut mûrir que le mot qui a une origine, un passé et un avenir. Déraciner les mots de la traduction ne peuvent donc mûrir. Toutefois, cette périssabilité de la traduction n'est pas un défaut qui la rendrait méprisable, car elle révèle en creux les mouvements positifs et féconds qui la provoquent. Si la traduction est périssable parce que la langue de l'original se modifie et que la sienne se modifie, il n'est aucun lieu aussi transparent qu'elle pour le révéler. L'obsolescence d'une traduction atteste, signale, marque l'après-mûrissement de la langue et de l'œuvre étrangère, comme elle atteste, signale, marque les douleurs d'enfantement, VN, de sa propre langue. C'est au vieillissement de la traduction que nous mesurons que notre langue et celle de l'original sont entrées dans un autre temps de leur histoire. Reprenons. Si la traduction avait pour essence la copie ressemblante de l'original, loin de démontrer la parenté des langues, elle démontrerait plutôt leur abyssale différence, et notamment la différence de leurs temps respectifs. Que la ressemblance sensible soit un leurre, c'est ce que montre la problématique de la traduction d'œuvres très anciennes, qui n'ont jamais été traduites de leur temps, par exemple en français. C'est le cas entre autres de Dante, mais aussi de Shakespeare. Dans quel état de langue les traduire? Dans celui qui leur était contemporain ou dans la nôtre? Dans le nôtre. On sait que périodiquement les deux choses ont été tentées, notamment par Pézard avec Dante. Traduire l'œuvre de ce dernier en vieux français, partiellement inventé pour les besoins de la cause, c'est évidemment se lancer dans la plus naïve des traductions-copies, des traductions visant à une ressemblance avec l'original. Non seulement c'est traduire Dante dans un vieux français imaginaire, mais c'est oublier tout l'après-mûrissement de son œuvre, après-mûrissement qui rend sa traduction en vieux français d'emblée anachronique, puisqu'elle ne répond pas au changement de tonalité et de signification que Dante a connu au fil des siècles. On ne peut jamais traduire en fait une œuvre que dans l'état présent de la langue traduisante,
même si pour les œuvres anciennes, l'entreprise de traduction doit également recourir à toutes les couches de sa langue, à toute sa diachronie. La traduction de Pézard, malgré sa noblesse et sa grandeur, est vraiment la stérile égalisation de deux langues mortes. Tel est le piège de la ressemblance sensible, le piège éternel dont le traducteur a à se défendre si, de copieur, il veut devenir ce copiste qui révèle par son labeur ligne à ligne la force du texte. Ce terme de force, il faut le prendre au sérieux, peut-être à la lumière des réflexions de Derrida sur ce terme et sur les relations de la force et du phénomène. Dans ce cas, nous aurions deux visées traductives, celle qui s'oriente vers la force, celle qui s'oriente vers le phénomène, et corrélativement deux formes de mimésis, celle qui révèle la force de l'œuvre, son être en mouvement originaire, et celle qui calque son aspect phénoménal. Mais la force de l'œuvre n'est rien d'autre que la force de la langue en elle, sa vive énergie vitale. Et là encore, nous rencontrons Hölderlin, qui, perçant la croûte phénoménale du texte sophocléen, a poussé jusqu'à son noyau brûlant feu du ciel, matérialisé dans la brutalité meurtrière de la parole tragique. Ce noyau brutal de la langue de l'œuvre, c'est sans doute toujours son oralité. La mimésis non ressemblante s'oriente vers le dégagement, la restitution, vers la Darstellung de ce qui dans l'œuvre est pure oralité, au-delà de l'écrit. On peut retrouver ce noyau de pure oralité dans toutes œuvres, et le mouvement de la traduction est de le dégager, de tenter de le dégager comme l'origine de l'œuvre. Ce noyau oral de l'œuvre a-t-il quelque chose à voir avec ce que bientôt, dans le paragraphe suivant, Benjamin va appeler die reine Sprache, la pure langue? Posée ainsi, la question est par trop obscure et le restera quelque temps, mais que pour Benjamin, aussi fasciné qu'il ait pu être par l'écrit et l'écriture, la pure langue ait eu un rapport profond avec l'oralité. Laissons ce concept encore indéfini, encore à penser. C'est ce qu'atteste un texte plus tardif. Le monde messianique est le monde de l'actualité totale et intégrale. Ce n'est qu'en lui qu'existe une histoire universelle. Ce qui est appelé de ce nom ne peut être qu'une sorte d'espéranto. Rien ne saurait lui correspondre autant que la confusion née de la tour de Babel subsiste. C'est qu'elle suppose une langue dans laquelle tout texte, d'une langue vivante ou morte, doit pouvoir être intégralement traduit, ou mieux encore, elle est cette langue elle-même. Non comme langue écrite, mais comme la langue célébrée, fêtée. Cette fête est purifiée de toute cérémonie et ignore les chants. Sa langue est l'idée de la prose elle-même, qui est comprise de tous les hommes, comme la langue des oiseaux est comprise des enfants nés un dimanche. Abordons maintenant le paragraphe suivant. Si dans la traduction la parenté des langues s'annonce, cela a lieu tout autrement que par la vague ressemblance de la reproduction et de l'original. Ajoutons, comme le fait Benjamin plus loin, autrement que par la ressemblance des mots de deux langues. Parenté n'est pas ressemblance. Benjamin écarte ici deux modes de parenté, celui fondé sur la ressemblance et celui fondé sur une commune origine. Pour les langues, il s'agirait de la parenté historique, par exemple du français et du latin, parenté qui, de toute façon, fonde aussi une ressemblance, un air de famille. Benjamin nous avertit, je ne pense pas à cette parenté-là, mais à une parenté supra-historique. Bien plutôt, toute parenté supra-historique des langues repose sur ceci qu'en chacune d'elles, comme un tout à chaque fois, une chose est certes la même et voulu dire que néanmoins aucune d'elles isolément, mais seulement la totalité de leurs intentions qui se complètent mutuellement, ne peut atteindre la pure langue. Nous voici arrivés à l'expression centrale de la tâche du traducteur, la pure langue, dit reine Sprache, ce que chaque langue veut dire, dit reine Sprache, meint, mais que seule la totalité des vouloirs dire de toutes les langues atteint, dans la mesure où ils se complètent, c'est la pure langue. Cette paraphrase doit ouvrir maintenant à une réflexion. Deux points d'abord concernant notre retraduction. Je traduis le verbe meinen, non par viser, mais par vouloir dire, suivant en celui-là la traduction faite par Iversan du très intéressant texte de Giorgio Agamben, que nous venons de citer. Meinen signifie en effet une visée, mais une visée énoncée, portée au langage. Damit habe ich gemeint. Par là, j'ai voulu dire, énonce l'allemand. Meinung, le substantif correspondant, c'est la visée, l'opinion, le vouloir dire.
traduire dans le sillage de la langue husserlienne et de sa traduction en France. Meinen par viser n'est pas faux, d'autant que Benjamin parle tout de suite, suivant Brentano et Husserl, d'intention immanente à chaque langue, c'est-à-dire d'intentionnalité et de visée intentionnelle. Et cela masque le moment langagier du Meinen, alors que nous sommes ici dans le domaine du langage. Et plus haut, Benjamin a parlé de ce que les langues veulent dire. Deuxièmement, et suivant toujours Hersan, je traduis dire reine Sprache par la pure langue et non par le langage pur. Cela se justifie à partir de deux considérations portant sur reine et Sprache. En reprenant la position de reine en français avant Sprache, nous accentuons pur, qui vient à nous en premier. En traduisant Sprache par langue et non par langage, nous faisons un choix qui engage toute l'interprétation. La reine Sprache n'est pas une catégorie abstraite, n'est pas le langage présent dans toutes les langues, c'est une langue comme l'énonce le fragment cité plus haut. Certes, pas une langue de plus, mais la langue que chaque langue veut dire et ne dit pas. Ce n'est pas le logos qui est sous-jacent à toutes les langues et constitue leur logicité, mais à la fois la langue perdue, d'avant la confusion des langues et leur devenir multiple, et la langue qui vient. C'est une langue que les gens parleront, et ils ne la parleront pas comme on parle actuellement, mais ils la parleront. La différence n'est pas mince entre langage pur, le strict équivalent de la raison pure kantienne, et pure langue. Certes, l'ambiguïté de l'allemand préserve dans l'expression les deux sens et Kant est trop présent chez Benjamin pour que la signification du langage pur puisse être écartée. Mais la traduction, elle, se doit d'accentuer un élément qui dans le texte allemand ne l'est pas et ne peut pas l'être. Elle doit donc proposer pure langue, car ce qui habitait constamment Benjamin, ce n'était pas l'idée d'un logos universel, mais le désir de la pure langue, incommunicative et intransitive. Donc, sur le langage en général et sur le langage humain, il y avait fait l'apanage originel de l'homme avant la chute dans le langage communicatif et multiple. Désir de la pure langue incommunicative et intransitive.